Bonjour à tous, c'est lundi, mais c'est pas tout à fait un podcast, c'est un nouveau CQFR du samedi parce que très franchement, il y avait trop de questions. On pouvait pas, ça servait à rien de les laisser pour samedi prochain, ça allait encore repousser, il allait encore avoir une pile qui est en train de s'accumuler. On s'est dit, ok, ce lundi, on le fait de temps en temps, on fait une deuxième salve de réponses à vos questions, pardon. En plus, vous aimez bien ça, de ce qu'on pense avoir compris. Donc Théo est là, Shai est là. La semaine prochaine, on aura un podcast avec un thème, hein. Mais cette semaine, on s'est dit quand même, on va faire double réponse. Et Shai les a triés. Déjà vendredi, il avait eu beaucoup de mal à trier toutes celles auxquelles on a répondu pour le CQFR du samedi. Donc Shai, je te laisse la main. Ouais, phobie administrative ici, hein, je mets de côté des trucs. Non, heureusement, j'ai quand même pu trouver le temps de sélectionner certaines de vos questions. Et on commence aujourd'hui avec une question de Phil de Nantes qui nous dit une question d'un amateur de NBA qui n'a jamais joué au basket. Est-ce physiquement, selon vous, plus compliqué de jouer un match en full offense, en poussant toutes les relances comme les Kings, ou en défendant le plomb avec un tempo plus bas comme les Clippers ou Orlando? Alors vous êtes plus armé que moi pour répondre à ça. Vous avez déjà joué peut-être dans des équipes qui poussaient vachement le tempo, qui étaient très offensives, ou à contrario, très très défensives. Je sais pas quelle est la mentalité de ton équipe en Allemagne. L'idée, nous, c'est de faire les deux. Alors, on le fait pas, mais dans le principe, on fait les deux, nous. C'est un peu l'ADN de notre équipe. C'est justement, on n'est pas bon sur attaque placée, donc on est censé, on est censé défendre très bien. On l'a déjà fait par moment, défendre très fort, provoquer des pertes de balles et pousser le tempo à chaque fois, ou même pousser le tempo après un panier encaissé. Après, voilà, le mot-clé, c'est censé. C'est une très bonne question, du coup, hein. Qu'est-ce qui est le plus fatigant? T'as une idée, Théo? Moi, je suis même pas sûr, hein. Moi, j'aime bien les deux, moi, perso. Donc, ça me fatigue pas. Je prends plaisir, en fait. Enfin, ça me fatigue, mais je prends plaisir à le faire. C'est une excellente question, vraiment. J'en place là, c'est pas pour gagner du temps, mais j'ai vu passer une stat dans une vidéo que je regardais récemment là, sur du coaching, que dans n'importe quel championnat, le pourcentage de réussite au tir sur du jeu de relance, les pourcentages de réussite au tir sur du jeu de relance de la moins bonne attaque d'un championnat est toujours supérieur au pourcentage de réussite au tir sur attaque placée de la meilleure attaque d'un championnat. Donc en gros, quand tu pousses le rythme, tu as toujours plus d'opportunités de pouvoir marquer des paniers faciles et d'avoir des paniers à haut rendement. Donc comme Antoine, pour nous, l'objectif, c'est de faire du jeu de relance et de défendre dur. J'aurais tendance à dire que malgré tout, une pression défensive non-stop, surtout si tu joues sur des presses ou du pressing tout-terrain, c'est quand même plus challengeant parce que tu es obligé de le faire à 5. Si tu le fais à 4, c'est mort. Tu prends des paniers tout de suite. Alors que finalement, du jeu de relance, même si tu veux vraiment pousser le rythme, c'est rare finalement que les 5 joueurs ou les 5 joueuses aient besoin d'avoir poussé le rythme en même temps. Donc j'aurais tendance à dire que voilà, mettre une pression défensive non-stop pendant 40 minutes, ça te demande plus, d'autant que c'est pas vraiment toi qui dicte ce qui se passe, t'es quand même en réaction par rapport à l'attaque, donc j'aurais dit que c'était la défense comme le plus dur. Ça rajoute une notion de stress quand il y a une presse, mais là c'est s'il y a une presse. Puis si c'est défendre très fort sur demi-terrain, c'est pas tout à fait pareil, je trouve. Mais est-ce que tu défends très fort si c'est demi-terrain? Bah tu sais, il a dit comme le Thunder, mais c'est vrai que du coup, je suis resté dans l'intitulé de la question, mais... t'as raison. Mais oui, c'est vrai, si tu fais des presses tout terrain pendant tout le match, là, parce qu'en plus du fait que c'est très demandant en termes de course, etc., d'intensité physique, je trouve que la presse, il y a une espèce de notion de stress, de vite se mettre sur son gars. Tu sais, t'as pas cette. Ça revient à la blague que tu fais sur le demi-terrain, quoi. Sur le demi-terrain, tu as le temps d'être placé d'abord et puis de commencer à défendre au bout de 5 secondes, quoi. Mais. Alors Phil, il parlait pas du Thunder, Antoine, il parlait des Kings pour les. Oui, mais pour la défense. Je parle de la défense. Il a dit défendre le plomb comme le Thunder. Comme les Clippers ou Orlando. Les Clippers, pardon. C'est dans ma tête, je me suis dit bonne défense Thunder. Désolé. Non, mais ça change pas fondamentalement la question et la réponse à la question. D'ailleurs, j'ai l'impression que finalement, si tu regardes les équipes vieillissantes, certaines arrivent à rester d'excellentes attaques, c'est plus dur de rester d'excellentes défenses. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est quand même plus taxant d'être de défendre très fort. Question suivante, Nico Bird. J'ai une question sur la legacy sur le long terme. J'ai l'impression quand on regarde sur le très long terme qu'il ne reste réellement même pas 2 ou 3 joueurs par génération dans l'histoire. Quel adulte de moins de 40 ans va mettre Larry Bird dans le top 10 all-time ou Magic dans le top 5? Aucun. Quel jeune de moins de 20 ans va se rendre compte de la domination de Shaq?
Donc selon vous, quels joueurs resteront dans l'histoire en plus de LeBron sur la génération des années 2010-2030? Il y en aura plusieurs. Curry, déjà pour moi, il est même limite A1. Limite, honnêtement, sur ces années-là, ils sont. Alors LeBron, bien sûr, va marquer sans doute plus, mais je pense qu'ils sont. Ouais, ils sont très proches en fait pour moi sur ces 10 dernières années, LeBron et Curry en termes d'impact et de joueurs qu'ils ont marqués. Je sais pas ce que vous en pensez de ça déjà. Bah oui, sur 2010, ils sont au moins égales, sauf qu'en fait, LeBron, il a déjà joué 7 ans avant ça, quoi. C'est surtout ça, donc ça qui fait que ça fait un ensemble. Mais je pense Curry est certain, mais je pense qu'il y en aura plus que 2-3, hein, parce que sur 2010-2030, si on prend surtout une fenêtre aussi large, il y aurait eu 2010-2020, je t'aurais dit oui, mais là, sur 2010-2030, il y aura Jokic, il y aura Jokic sur Curry, et je serais tenté de dire Wembanyama, il sera peut-être au-delà de 2030 en réalité, mais du coup, on se souviendra qu'il a commencé en 2023, si je dis pas de bêtises. Donc, 2024. ouais, enfin 2023, ça draft. Ah oui. Donc je pense que il y en aura plusieurs. Même Yanis sera sans doute dedans, dont si peut-être. C'est intéressant parce que c'est vrai que peut-être qu'à l'époque, il y avait des joueurs qui paraissaient être des évidences pour les gens qui suivaient et dont on parle moins aujourd'hui. Hein. Après, je me fais peut-être pas l'avocat du diable, mais j'essaie de mettre dans la position pour la question. Mais je pense que si on parle vraiment de gens qui ont transformé le jeu, ouais, ou marqué ou laissé une empreinte telle que tout le monde s'en souviendra encore après. En plus, là, maintenant, il y a de la documentation vidéo. Ce sera facile de revoir les matchs des gens, normalement. Donc, ouais, LeBron, Curry, Jokic, Giannis, même Kevin Durant, il va rester un peu mythique, je pense. Kevin Durant, bien sûr. J'arrive pas à savoir pour Kevin Durant. Vraiment, j'arrive pas à savoir dans quelle mesure... c'est pour une prochaine fois, mais pour un autre podcast, c'est vraiment un des joueurs les plus difficiles à cerner, je trouve, en termes de legacy. En termes de talent, le rapport talent et impact, parce qu'il a un impact réel et en même temps, j'ai l'impression qu'il fascine pas forcément tout le monde. C'est vraiment un cas d'école, je trouve. Effectivement, KD, le mystère. Question de Jules, pour enchaîner. On dit souvent que les stars facilitent le jeu. Avant l'arrivée de Jimmy Butler, les Warriors sortaient d'une sale série de 9 défaites. Depuis, ils n'ont perdu que 2 fois et enchaînent des wins en road trip avec un Curry libéré, moins de poids et concentré sur ses perfs offensifs dignes de ses années MVP. De nombreux joueurs bénéficient de tout ça avec de meilleures performances, mais est-ce juste l'effet Butler ou simplement le changement tactique de Kerr, à savoir l'ultra small ball, l'aurait-il fait sans l'ancien joueur du Heat, avec Green en 5 et Jimmy en 4? Moi, je pense que c'est un ensemble. Je pense déjà c'est le talent de Butler, la présence de Butler, évidemment, tout ce qu'il peut apporter des deux côtés du terrain. Le fait que son arrivée, pour une fois, c'est ce qu'on disait, je crois, une fois dans un CQFR Chai, c'est que avant l'arrivée de Butler, le plan de jeu des équipes adverses, il n'y a qu'un seul mec sur le scouting report. Je vais reprendre l'expression de Marcus Cousins que j'aimais bien, c'est qu'il n'y a que ton putain de nom, tu vois, sur le scouting report et il n'y a personne d'autre. Si tu joues les Warriors, franchement, tu ne vas jamais planifier contre Andrew Wiggins ou Jonathan Kuminga ou encore moins les Brandon Podziemski, etc. Il n'y aura que Stephen Curry et tout tournera autour de Stephen Curry. Et si les autres, ils te battent, tu te diras, bon, bah, on fait avec. Là, en fait, Curry, tu peux plus planifier que pour Curry. Ou si tu le fais, bah, tu t'exposes à ce que Butler il mette 25 points. C'est ce qui est arrivé sur certains matchs. Tu vois, il est là, il est toujours fort. Donc moi, je pense qu'il y a sa présence, son talent. Effectivement, le fait que ça permet de changer de tactique. Je pense aussi surtout que ça relance tout le groupe et Curry le premier. J'ai l'impression que Curry, c'est comme LeBron. On parle beaucoup ces derniers temps de « Ah, LeBron, avant qu'il se blesse, il a l'air plus motivé, etc. » Mais tu peux dire exactement la même chose pour Stephen Curry. Il a l'air complètement relancé, en fait. Et je pense que toute cette équipe, dans son ensemble, s'est rendu compte, là, on n'est plus juste des faire-valoir. Là, les Warriors, avant ce trade, au mieux, ils se qualifient pour les playoffs. Mais c'est vraiment le mieux, quoi. Déjà, ils sont sûrs. Ils ne sont pas dans le top 6, même à main coupée. Donc, ils passent par le play-in. Et il n'y a aucune équipe où les Warriors peuvent arriver et se dire « Ouais, vraiment, on a une chance de gagner 4 matchs. » Là, n'importe quelle équipe, je pense, je ne les vois pas en finale NBA, je ne les vois même pas en finale de conférence. Mais par contre, avant n'importe quelle série, ils peuvent se dire « Ouais, il y a un monde où on gagne 4 matchs. »
il y a un monde, tu vois. C'est peut-être qu'on n'est pas favori, mais il y a un monde où on gagne 4 matchs contre cette équipe-là. Pour moi, ça change tout dans l'état d'esprit, donc ça entraîne une espèce de dynamique qui part de Curry, de Butler et tout le reste de l'équipe. Et je pense que ça a fait une très grosse différence sur Golden State, qui a gagné 11 matchs sur 12 avec Butler au passage. Ouais, je pense qu'en fait, c'est limite comme une nouvelle saison, en fait, qui commence pour les Warriors, parce que maintenant, t'as plus le côté incertain de se dire, bon, bah, on va voir ce que ça donne. Maintenant, tu sais ce que ça peut donner, tu sais que t'as des joueurs pour, ce que disait Antoine, être ambitieux, en fait. Tout simplement être ambitieux, soir après soir, et après, en post-season, ouais, match après match de chaque série. Donc, je pense que ça change quand même pas mal le mindset. Ça donne aussi un petit peu de, comment dire, il y a un facteur un peu... Parce qu'en fait, Butler... Quand il est là, tu sais ce qu'il va apporter en fait. Alors, et c'est pas forcément quantifiable en termes de, c'est pas simplement il va te mettre 25 points par match, mais tu sais que quand il va toucher le ballon, ça va être efficace. Tu sais que défensivement, il va être solide. Donc ça enlève aussi, je pense que en termes de planification de match pour du côté du staff, ça donne beaucoup d'assurance, même si Wiggins faisait une bonne saison. Hein. C'est pas uniquement contre Wiggins, mais je pense qu'effectivement tu changes un peu de braquette, en termes de niveau de jeu de tes cadres en fait. Ouais, moi je retiens ce qu'a dit Antoine vraiment sur le fait que c'est presque une nouvelle saison. Parfois il y a des ajustements au cours de saison qui sont des vrais renforts et qui changent la dynamique d'une équipe, mais c'est souvent des role-players. Là, un mec qui était franchise player ailleurs qui arrive, ça change vraiment toute la dynamique, je trouve. Et c'est une autre saison et c'est une autre équipe des Warriors. Donc j'abonde dans ton sens, Antoine, et c'est une équipe extrêmement redoutable. Et je pense que du coup, le profil aussi de Butler, la personnalité, le jeu, font que c'est ça qui change et qu'on a cette impression-là, à mon avis. Parce que Butler aussi, il faut que ça marche en fait. Alors, c'est pas comparable à la situation de Luka aux Lakers, mais lui aussi, je pense qu'il a à cœur de montrer que ça marche et qu'il usurpe pas ni sa place ni son argent, donc tout le monde est motivé, quoi. Et que c'est pas, et puis il y a l'étiquette joueur à problème. Enfin, et je pense qu'il en est conscient de ça maintenant, qu'à chaque fois ça se termine mal. Enfin, ils doivent tous lire et écouter plus ou moins des podcasts et des articles et machin, mais je pense qu'ils sont très conscients de l'image qu'ils ont en NBA aussi. Hein. On enchaîne avec une question d'un autre Nicolas qui nous dit: je suis musicien pro, mon groupe c'est les Monty Python. J'aime beaucoup le nom. Hein. C'est très bon. Monty Python. Et on est 3 sur 10 à être de gros fans de NBA. Suite à l'un de vos derniers Hoop Culture, je vous envoie cette question qui avait été posée vite fait par Urbain qui m'a trop hypé. Quel joueur all-time ou actuel correspondrait pour vous au style de musique suivant? J'ai mis des exemples, mais ce n'est pas obligé de les dire, donc je les dirai après si vous manquez d'imagination, hein, les gars. Je vais être mauvais, je vous préviens. Il y a Théo pour nous sauver, Antoine. C'est bien, la musique, c'est bon. C'est pas dit. Alors, musique classique, entre parenthèses, fluidité, grâce. Tu vois, ça peut aider. Hein. T'imagines un joueur fluide et gracieux. Musique classique, qui vous mettriez? Moi, tu dis fluide et classe, je pense tout de suite à Scottie Pippen. Donc, je sais pas si c'est ce que ça m'inspire le plus, en tout cas. Je vais répondre Stephen Curry, mais bon, c'est pas... ça fait bizarre avec classique, mais... Après, ça pourrait être aussi dans un autre... Pardon, ça pourrait être aussi John Stockton dans le côté chef d'orchestre d'un orchestre symphonique qui joue à la perfection. C'est le mec que t'imagines le plus écouter de la musique classique parmi les... Ah, ça, c'est autre chose. Qui j'imagine écouter de la musique classique Ça, c'est un autre type de question, ça. Ouais, bien sûr. Chris Bosh écoutait de la musique classique avant les matchs, à savoir. Moi, comme ça, j'aurais mis... Attends, juste, Shai. Est-ce que quelqu'un a déjà vérifié cette information? Parce que c'est un peu comme LeBron qui les délivre au début de chaque série de playoffs. Maintenant, je voudrais un petit peu qu'on me confirme toutes ces choses-là. Apparemment, c'est vrai. Apparemment, il aime bien la musique classique. Mais oui, ça aurait très bien pu. Ils ont tous des 14 livres supposément sur leur table de chevet qui est pour les inspirer et tout. Bon, là, sur la musique, c'est autre chose. Moi, je peux confirmer que, par exemple, une fois, Carmel Anthony avait dit qu'il écoutait Frank Sinatra. J'ai dit, ah bon, ok, tu joues à New York, mais tu veux te faire accepter. Et il a vraiment écouté Frank Sinatra dans les vestiaires de Knicks, je l'ai entendu. Voilà. Okay. Donc, Melo n'est pas un mytho. En musique classique, Nicolas nous proposait Michael Jordan pour la fluidité et la grâce. Pourquoi pas, c'est pas mal. Carrément. Et parce que je sais qu'il écoutait Houdini dans ses époques de jeune boule, là, c'est pour ça. J'ai pensé à Jordan. En jazz, donc un virtuose de l'improvisation. Kyrie Irving.
C'est exactement ce que le joueur qu'a choisi Nicolas, Kyrie Irving. Vas-y, Shai, je réfléchis, moi. Je réfléchis pendant que tu... Ouais, mais là, bon, j'ai la réponse, j'ai les propositions sous les yeux avec Kyrie, mais qui ça aurait pu être? Sur l'improvisation, moi, sur le côté imprévisible des passes et tout, j'aurais bien mis Jason Kidd, moi. Un truc un peu jazzy comme ça. Allen Iverson aussi aurait pu. Ah bon, il Moi, colle avec hip-hop. Ouais, mais moi, j'ai aussi pensé à Iverson à cause des contretemps, etc. De manière... Putain, c'est fou, hein. C'est exactement ce que j'allais dire, Antoine. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Alors, c'est étonnant parce que c'est vraiment pas un des joueurs que je préfère, mais je me refaisais la réflexion encore une fois. Ça va être un calvaire de défendre sur lui. Tu comprends pas ce qui va se produire. Tu peux pas prédire s'il va tirer, s'il va pénétrer. Il est tellement imprévisible que la Melo Ball, c'est... Ouais. Allez, je vais choisir ça comme réponse. Très bien, Nicolas proposait. C'est pas joueur all-time. Hein. Par contre, il avait dit joueur all-time. Je suis désolé, je suis sorti quand même des clous là. On peut. Non, c'est all-time. Ça peut être actuel. Hein. Ok. All-time ou actuel. Prochain style musical, le rock rentre dedans, un peu trash. Moi, je pense forcément à Charles Barkley parce qu'il y avait la musique de Born to Be Wild là dans une vidéo, je sais plus, Superstar of the NBA, je crois, de quand j'étais gamin. C'était des VHS. Hein. C'est pour vous placer un petit peu le bracket d'âge dans lequel je me situe, mais. Je veux dire. Ou sinon, non, j'en ai un autre, pardon. Chris Anderson, Birdman du 8. Bah ouais, total. Je pensais à lui, mais c'est pour le look, quoi. Ouais. Pas mal, John. Je vous suis, moi, sur tout ça. Antoine ne veut pas se mouiller sur le rock, on note. Nicolas proposait Bill Laimbeer pour le rentre-dedans trash. Ça le fait aussi, carrément. Style suivant, le métal, machine parfaite, imbougeable. Moi, j'ai une idée. J'ai pensé tout de suite. Parce que là c'est plus toi l'expert. Là. Ah, expert, c'est vite dit, mais je sais pas. Après, c'est peut-être tout simplement le physique qui me fait. En fait, j'imagine tellement bien Steven Adams à un concert de métal que. le mec, il est plutôt calme, mais les métalleux, ils sont un peu comme ça. C'est pas des fous furieux, tu vois. Et sur le terrain, c'est pareil. Tu vois Tim Duncan en métal, c'est pas mal. Non, mais pas qui écoute du métal, mais t'as dit machine parfaite. C'était quoi l'autre truc? Imbougeable. C'est pas mal. On rentre un peu dans le lot. Par contre, effectivement, Steven Adams, on le bouge pas. Je pense que même nous trois, si on le pousse, on le bouge pas. Ouais, c'est sûr. Ah bah c'est sûr et certain. Je pense qu'il peut nous. L'image, vous l'avez soulevé un gars là pour. Je pense il étend les bras, il nous prend tous les trois et il nous déplace comme un meuble Ikea, tu vois. Exactement. Je pense. Hein. Et la proposition de Nicolas, c'était David Robinson. Voilà. Ah, pas mal. Ensuite, funk, soul. Donc, et pour les caractéristiques sex appeal et groovy pour le jeu. Dr. J. En plus, c'est l'époque. Ouais, Dr. J pour Théo. C'est quoi la définition de groovy? Je sais pas. J'ai défini groovy. C'est une bonne question, ça, quand même. J'imagine des sortes de déplacements. Je sais pas, tiens, un langage corporel un peu. Anthony Edwards, en actuel. Ça peut, hein. Est-ce que tu vois du sex appeal dans le jeu de Anthony Edwards? Ouais, non, mais. Moi, je pensais à exactement la proposition. Enfin, en tout cas, je me rattache à la proposition qu'a faite Nicolas. Savoir chez Gilgeous-Alexander, j'aime bien le côté. Il y a une certaine fluidité aussi, mais il y a. Tu vois, la cadence, il y a une cadence dans ce qu'il fait. Je trouve que c'est pas mal. Théo, t'avais cité donc Dr. J, hein, voilà. Ouais. Et le dernier, hip-hop, stylé, trash talk. Je pense qu'Antoine avait proposé quelqu'un déjà tout à l'heure. Le Anthony Edwards, tu veux dire là, il pourrait. Non, t'avais dit Iverson tout à l'heure. Mais... Ah oui, Iverson, ouais. Ouais, mais trash talk sur Iverson. Je sais pas, c'était la parenthèse proposée, mais bon, en tout cas pour le style, parce que ce qu'incarne un peu le hip-hop. Pour le vestimentaire, oui, pour l'attitude, mais si je reste sur stylé, trash talk. Pour moi, c'est Iverson quand même. Ouais, côté anticonformiste, jeter les règles à terre. Hein. Je trouve aussi. Je trouve qu'Iverson, ça fait bien. Et c'était la proposition de Nicolas aussi. Personne n'a tenté un Tony Parker là pour cette photo. Je suis un peu déçu de. Non, quand même. Voilà pour les petites jeux proposés par Nicolas. Donc Monty Python, vous pouvez chercher sur YouTube si vous voulez écouter ce que fait le groupe de Nicolas. Et c'est 3 sur les 10 fans de NBA.
c'est un Question... gros groupe, donc 10, c'est un... c'est les gros groupes, ouais. Ouais, ça envoie. Question de Jérémy. Bonjour messieurs, désolé si je rentre dans votre intimité. Attention, ça commence bien. Vous verrez que c'est pas si... Faut demander le consentement. Voilà. Désolé si je rentre dans votre intimité et réveille peut-être des traumatismes ou des actes manqués. Je me demandais si vous saviez quel métier vous auriez fait ou vous feriez aujourd'hui s'il vous était impossible d'exercer votre profession actuelle. Je vous envie beaucoup puisque moi, j'ai dû me résigner à faire un métier de raison plutôt qu'un métier passion. J'écrirais des livres, je pense, des histoires, des romans, un truc comme ça. C'est ça que je ferais. Mais pas sur le basket, du coup. Non, pas sur le basket. J'imagine, parce que dans sa question, j'imagine ni journaliste, ni basket, quoi. Si les deux professions Ouais, n'existent après, pas. si c'est trop proche... Non, mais après, tu fais c'est comme trop tu veux. proche, qu'est-ce que je ferais? Je travaillerais avec des enfants handicapés. Je pense que j'avais hésité même à le faire. J'ai même hésité à arrêter, je vous le dis, j'avais jamais su. J'ai hésité un jour à arrêter pour le faire. C'était samedi dernier. Des amis. Non, c'était... T'es saoulé de nous voir nos têtes. Non, J'en ai marre le samedi avec les CQFR. C'est un peu autour du Covid, je crois. Ah bah, logique. De toute façon, on s'est tous posé des questions à ce moment-là, je pense. Théo? Bonne question. Moi, si j'avais été mieux orienté au lycée, j'aurais peut-être été ingénieur du son. C'est un métier qui... Enfin, travailler dans le son, la musique, c'est vraiment ce qui m'aurait intéressé. Et sinon, à l'époque, pas loin de l'époque Covid ou dans ces moments-là, si je m'étais posé la question, je serais peut-être vu documentaliste dans un établissement scolaire ou bibliothécaire, un truc comme ça. Ok. Et là, c'est plus métier raison. Ça aurait été plus métier raison que métier passion. Ouais, de toute façon, on va en théorie dire qu'on travaille dans un truc qui nous passionne à peu près. Hein, le basket, quand même, c'est... Voilà. Moi, à la base, avant de faire ça, moi, je me voyais bien faire deux trucs. Soit être traducteur en anglais. Ah oui. Donc après, quel que soit le truc, hein, que ce soit, il y a les traducteurs dans les musées, les traducteurs de dialogue dans les films, ça peut être plein de trucs comme ça. Ou sinon, instit aussi. J'aurais aussi bien aimé travailler avec les enfants. Je me suis posé la question. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, si je devais arrêter, je ferais un truc de ce genre-là. Sinon, moi, j'aurais bien aimé faire rentier, mais je crois que j'ai pas fait les bonnes études. si je peux faire une validation d'acquis ou un truc comme ça pour bifurquer là-dessus, je serais pas contre. J'essaye aussi, ça perso, mais j'ai pas assez de thunes. Ouais. Petite devinette et petite question dans la foulée de Mehdi. Pour la devinette, depuis la création du trophée du joueur du mois en 1979-1980, seulement 3 joueurs l'ont remporté au moins 3 fois au cours d'une même saison, sans obtenir le trophée de MVP à l'issue de cette même saison. Savez-vous qui sont ces 3 joueurs? Donc depuis la saison, depuis 1980 en gros, il y a 3 joueurs qui ont remporté 3 fois ce trophée sur une même saison, mais qui pourtant n'ont pas été MVP à la fin. Je vais poser une question. Est-ce que c'est des gens qui ont quand même été MVP à un moment ou à un autre? Absolument. Oui, Jordan, James, ça c'est sûr. Alors il n'y a pas Michael Jordan. Il y a LeBron James. Il y a bien LeBron James, qui a été joueur du mois 4 fois en 2017-2018, 3 fois aussi en 2015-2016 et 3 fois en 2010-2011. À chaque fois, c'est pas lui qui l'avait remporté. Kobe? Donc il en manque 2 autres, ça? Il en manque 2 autres, et ce n'est pas Kobe Bryant. Shaq? Non. Nikola Jokic? Non plus. C'est comme des joueurs qui ont été MVP, hein. Ça va vous faciliter la tâche. Mais... Curry, peut-être? Non? On est trop dans l'instant, peut-être. Peut-être un gros mytho. Ce sont encore des joueurs en activité, si ça peut vous aider pour pas... Alors, Yanis? Non. James Harden. James Harden, effectivement. James Harden l'a été 3 fois lors de la saison 2018-2019, mais n'a pas été élu MVP. Kevin Durant? Il vous en reste un dernier. J'ai pas entendu Antoine, pardon. Kevin Durant? Je l'ai dit à l'anglaise. Ah, c'est pour ça. Non, c'est pas lui. Embiid? Ouais, 3 fois joueur du mois. Le mec qui a été... Non, pas Joel Embiid. C'est un joueur toujours en activité qui a remporté une fois le trophée de MVP. T'as une preuve? Une preuve. Russell Westbrook? Russell Westbrook. Il a été 3 fois joueur d'une mois d'une saison sans être MVP. Absolument. Les autres saisons où il a fait ses saisons triple-double, là, je pense. 2014-2015, 3 fois joueur du mois et pas élu MVP à la fin. Attends, 2014-2015, l'année où Curry il est MVP, 3 fois à l'Ouest, Westbrook il a eu le... Ouais,
3 fois Jordan Moore. Et les haters de Westbrook ont voulu nous faire croire que. J'aurais jamais cru. Absolument. Ok. Et donc la question de Mehdi dans la foulée, qui n'a rien à voir, quelle série de playoffs, selon vous, ont été remportées par l'équipe la moins méritante, c'est-à-dire par des équipes qui n'ont pas forcément mieux joué que leur adversaire, mais qui ont tout de même gagné? De mon côté, j'ai pensé à la série Cavs-Pacers 2018 où Indiana semblait être une meilleure équipe que Cleveland, qui s'est essentiellement reposée sur un LeBron James titanesque. Même chose pour Cavs-Celtics en 2018. Alors, est-ce qu'il y a comme ça, dans votre souvenir, une série, des finales, peu importe, où vous vous êtes dit, oh là, c'est l'équipe qui méritait de gagner ne s'est pas qualifiée? Putain, c'est dur parce que j'ai l'impression que le système de playoff en fait que ça arrive pas, quoi. Ouais. Alors ou alors c'est que c'est la différence entre l'équipe sur le papier et puis t'as des blessés et du coup c'est notre équipe qui gagne. Mais Parfois il y a du ressenti un peu où on a bien aimé une équipe, elle s'est super bien battue, elle a super bien joué sur des trucs. Et moi en fait pour vous dire, j'ai pensé rapidement aux Kings contre les Lakers. c'est ce que j'allais te dire. Voilà, Ouais. avec l'espèce de flou arbitral, on va dire, pour être gentil. Même si les Lakers, voilà, finalement, ont quand même aussi profité du système de playoff, tu l'as dit, hein, pour se qualifier. Moi, c'est une des équipes où je me suis dit, elle devait mériter de passer. C'était plutôt que tout le monde, ou presque, avait envie qu'elle passe, je pense. C'était un peu ça le truc. J'avais ce sentiment-là peut-être en 95 dans la série Bulls-Knicks. Parce qu'il y a un match de mémoire là, où il y a Hugh Rollins, là, l'arbitre que détestait les Bulls, là, qui, je me rappelle plus de tout le détail, mais il y a un match qui se joue sur des décisions arbitrales qui vont vraiment contre les Bulls. Après, je pense pas que les Knicks méritaient pas de passer Chicago. C'était l'équipe des Knicks était quand même plus armée. Hein. C'est l'année où Jordan était à la retraite pour rappel pour ceux qui voient plus. Mais j'avais tellement envie en fait que les Bulls aillent loin malgré tout et que Scottie Pippen soit. C'est la saison où il est dans la course pour le titre de MVP et il est MVP du All-Star Game. J'avais tellement envie qu'il soit reconnu pour le joueur incroyable qu'il était. Donc ça a peut-être biaisé mon sentiment sur la série, mais je pense que les Knicks méritaient de passer malgré tout. Mais sinon, c'est pas simple. Ouais. Je sais pas si tu penses, tu vois un truc Kings, Antoine, de ton Kings côté Lakers, c'est très bien. Ouais. Non, Kings Lakers, ça me semble très bien. Très bien. On peut passer à la suite. Une question de Jordan. Je me demandais ce que vous pensiez de Dominique Malonga, qui est annoncé très très haut dans la prochaine draft WNBA, mais que je n'ai pas du tout vu jouer en championnat de France et un petit peu seulement avec les Bleus. Est-ce qu'elle est the next big thing, une joueuse générationnelle ou simplement un prospect intéressant mais surcoté? C'est intéressant parce que Shai s'est embrouillé un peu sur Internet. Je sais pas si tu as suivi ça, Théo. C'est Non. pas qu'il s'est embrouillé. Il a calmé un journaliste de The Ringer. Tu sais, genre The Ringer a fait un papier sur Malonga. Il a tenu à arriver à dire non, attendez, là, vous savez pas de quoi vous parlez. Non, mais non, Parce qu'ils l'ont présenté comme the next big thing. C'est pas exactement ça. Ouais, alors en plus, c'est un journaliste que j'aime bien, Mark Schindler, qui a fait une sorte de profil. C'était titré. Ça sous-entendait une nouvelle fois, et c'est pas la première fois depuis qu'elle est sur la scène française, Dominique Malonga, que c'était un peu le Wembanyama au féminin. Genre un phénomène, et qu'il a utilisé les termes, je crois que c'était, pouvait être peut-être la meilleure joueuse de cette ligue à la fin, et ça il l'a maintenu. Par contre, autant il a reconnu que la titraille était un peu incitative, on va pas le blâmer pour ça, hein. Nous aussi parfois on essaie d'inciter les gens à cliquer, mais du coup je dis non, pour moi c'est pas du tout comparable, et je trouve globalement, et j'ai pas envie de passer pour un sceptique ou quoi que ce soit. Je taquine. Non, mais t'as raison. Non, mais t'as raison que j'ai essayé de tempérer. Et j'étais pas tout seul parce que y a d'autres gens qui sont très très calés sur la question qui sont plutôt d'accord avec moi. Je trouve qu'il faut juste faire attention aux attentes et à ce qu'on demande aux joueurs et aux jeunes joueuses comme ça, parce que pour moi, elle est pas prête encore à être tout de suite forte en WNBA. On se rend pas compte le gap qu'il y a entre le niveau universitaire, le niveau même en Europe, le niveau qu'elle connaît en ce moment avec l'Asvel. Elle joue l'Eurocup et elles ont perdu lourdement là en Eurocup en demi-finale. C'est pas du tout ce qu'elle va rencontrer l'année prochaine en WNBA. Si elle y va, elle va être draftée très haut, elle le mérite parce que c'est un énorme potentiel. Ça, pour moi, c'est pour répondre à la question. C'est pas une joueuse générationnelle pour moi. C'est pas la première fois qu'on voit une joueuse grande et athlétique. Par contre, c'est un énorme prospect déjà pour le basket français et peut-être même en WNBA. Mais faut pas tout de suite s'attendre à des trucs exceptionnels de sa part, je pense. Elle a une grosse marge de progression et elle a besoin de répétition au haut niveau. Là, pour l'instant, c'est pas pour faire injure à l'Asvel, qui est dans un processus de transition, qui n'est plus une équipe avec plein de stars comme ça a été à un moment. Il y a la rumeur, c'est pas officiel encore, mais elle devrait peut-être jouer pour le Fenerbahçe la saison prochaine. Ça me plaît plus déjà.
me dis, elle va peut-être se frotter à d'autres équipes en Euroleague. Il lui faut ça. Donc, pour moi, elle n'est pas prête à être tout de suite à ce qu'on lui demande d'être Wembanyama en WNBA. C'est impossible. Elle fait presque 2 mètres, elle est très athlétique. J'aime beaucoup sa mentalité. Justement, elle-même, elle balaye les comparaisons avec Wembanyama en disant non, mais moi, je peux. Enfin, c'est très flatteur et j'essaye d'y répondre autant que je peux à chaque fois, mais c'est pas possible. Voilà. Je les comprends même pas en fait. C'est pas du tout les mêmes joueurs et joueuses quoi. Tu vois, Une ils sont Française grands tous grande. les C'est pas deux. sur le profil, c'est pas sur le profil, c'est le côté français, Ben ouais, mais ça veut rien phénomène dire en fait. Tu vois ce physique. que je veux dire? Oui, bah oui, Je trouve ça absurde en fait. Enfin, ils ont pas du tout le même profil de joueurs et de joueuses. Ils sont grands, athlétiques, ok, mais derrière, enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez si. des Non, points de non, mais comparaison vraiment? non, mais je pense que la comparaison n'est pas sur le jeu, c'est des raccourcis un peu faciles. C'est comme un dit Shai, c'est français, phénomène athlétique, prospect super talentueux, donc tu veux, puis tu veux hyper le truc, tu veux vendre du. Hmm. Ils écrivent pas souvent des papiers de basket féminin, tu écris sur une joueuse étrangère. Il faut que tu donnes une raison aux gens de s'y intéresser. Et du coup, tu fais une comparaison un peu maladroite avec Wembanyama. Moi, je me range. Bon, de toute façon, Shai, il connaît mieux que moi, ça c'est clair. Et du coup, je me range plutôt de son avis. Mais je vais quand même mettre deux petits bémols. C'est que moi, je l'ai vu jouer que en équipe de France. Donc, évidemment, mon avis est très, très limité sur la question. Mais j'ai trouvé que très vite, et c'était il y a 1 an en plus, quand même, tu voyais un vrai impact dans le jeu qui me laisse penser que ce genre de joueur, c'est comme Caitlin Clark. Tu vois, moi, je ne suis pas beaucoup de basket féminin, mais avant même qu'elle arrive en WNBA, j'étais intimement convaincu qu'elle serait excellente et qu'il y avait vraiment quelque chose, et je continue de le penser, il y a vraiment quelque chose. Parce qu'en fait, si à un moment, tu vois, l'impact, ça se voit. Et oui, la compétition n'est pas la même, mais je suis allé voir ses stats, ça m'intriguait. Il tourne quand même à 18 points, 10 rebonds avec l'Asvel en Eurocup. C'est le genre de truc, tu peux me dire que le niveau, tout ce que tu veux, ça reste quand même. Tu as 18-19 ans, tu fais ça. Je pense que ça sera quelqu'un qui aura de l'impact. Après, voilà, sur tout le reste, je me range du côté de Chai. Je pense que si c'était. Enfin, tu vois, le côté. Ah, c'est la prochaine superstar. Je pense que c'était un peu pour vendre l'article, tu vois. Ouais, mais il l'a reconnu lui-même. Hein. Comme Shai, je me dis, quand même. Mais c'est pas le seul. C'est le point de vue américain veut que. Pense que ce sera. Il y en a qui la mettent même plus haut que certaines projections. Là, avec les copains de Swiss Swish, on l'a mise 5e, par exemple, à Golden State pour la prochaine draft. Ce qui serait pour moi le scénario parfait, parce qu'elle n'est pas obligée d'y venir tout de suite. Et si elle vient, il y a quasiment que des jeunes joueuses, donc c'est bien aussi. Voilà, je veux pas passer pour un sceptique, je veux pas rabaisser son potentiel. C'est déjà une joueuse talentueuse, c'est une joueuse qui est déjà dans le groupe France en plus. Moi, je veux juste lui laisser le temps en fait. Et je veux que ce soit, je veux qu'elle puisse tranquillement grandir et pas qu'on lui dise tu dois absolument cartonner sur la première saison de WNBA ou si tu vas pas maintenant, machin. J'aimerais une progression linéaire. Elle a 19 ans et ce sera, je pense, l'intérieur titulaire des Bleus pendant de longues années. Mais voilà, c'est juste ça que je voulais. Et du coup, pour répondre à la question, voilà, pour moi, c'est ça. Je pense pas que ce soit une joueuse générationnelle, ce genre de terme. Dans sa classe de draft, moi, j'en vois une déjà. Il y aura Paige Bueckers. Et être top 5 d'une classe de draft où il y a Paige Bueckers, entre autres, je trouve que c'est déjà très, très bien. Ça montre quand même son talent. The next big thing, ouais, pourquoi pas, pour le basket français à ce poste-là, oui. Et prospect intéressant, mais surcoté, non, je la trouve pas surcoté, sauf si on nous dit c'est la nouvelle Wembanyama. Sinon, là, je trouverais que c'est surcoté. Mais globalement, sur les jeunes, là, c'est pas juste pour élargir un petit peu. Moi, je peux plus, en fait, les projections, on dit, ouais, potentiel Hall of Famer, All-Star 5 fois et tout. On n'en sait rien, c'est trop dur, en fait. Déjà, si tu arrives à être joueur pro au plus haut niveau et à faire une longue carrière, tu es déjà dans un pourcentage de la population qui est tellement infime que c'est déjà réussir, en fait. Donc, je comprends bien qu'on essaie tout le temps de se projeter, même un talent comme Cooper Flagg, en fait. Je peux pas me dire, si ça devrait être au moins 5-6 fois All-Star ou potentiellement Hall of Famer, c'est trop dur de prédire ce genre de choses. Il y a tellement de choses. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a du talent, il y a le potentiel, effectivement, clairement, pour Dominique Malonga aussi, pour se faire une place au plus haut niveau et faire une belle carrière, mais derrière, déjà, c'est déjà énorme, en fait. Rien que ça, c'est pas décevant, en fait. Si t'es un prospect et que c'est ça ta carrière, mais c'est jamais de la vie, c'est décevant, c'est déjà extraordinaire, en fait. Mais elle y arrivera, j'ajoute qu'elle est extrêmement mature, très intelligente, elle s'exprime bien, elle est très consciente des attentes et en même temps, elle les pondère, donc je me fais aucun souci pour elle. Juste, j'ai toujours peur et c'est ce dont j'avais peur pour Caitlin Clark, même pareil, je disais, attention, lui demandez pas tout de suite
Tu vois, après 4-5 matchs, il y avait déjà des trucs, oh là là, ils shootent à 29%. Bon, faut juste leur laisser du temps et après, je pense que ça ira. Et pour finir, juste, s'il y a une comparaison à faire, parce que les gens aiment bien les comparaisons, et c'est celle que j'ai faite dans le thread Twitter dont tu parlais, Antoine, le grand public connaît peut-être pas, mais ils l'ont peut-être vu au JO, mais pour moi, Ezi McBegor de Seattle, l'Australienne, hyper athlétique aussi, plus petite que Dominique Malonga, c'est le genre de joueuse qui est All-Star maintenant, qu'elle peut devenir sans aucun souci et peut-être même meilleure, mais pour l'instant, c'est plutôt ce plafond-là que je l'imagine plutôt que joueuse générationnelle ou autre. Voilà. En tout cas, il y aura ça dans un mois, elle sera peut-être draftée sera draftée, hein, je pense. Il n'y aura pas de surprise. Je l'espère par les Golden State Valkyries, ça veut dire que mon pronostic est le bon. Voilà. De toute façon, des joueurs générationnels, honnêtement, à part peut-être LeBron, tu t'en rends jamais compte à ce moment-là, en fait. C'est après que tu te rends compte. Regarde, Jokic, jamais t'aurais parié sur lui. Giannis, on sait même pas qui c'était quand il était drafté. Stephen Curry, on se disait, je me rappelle, qu'on se disait, bah, au moins, au pire, ça fera un super joueur d'Euroleague. Faut se rendre compte un petit peu de la marge qui reste derrière pour se déterminer si quelqu'un est générationnel ou pas. Donc, c'est clair. Ouais. C'est clair. Question de Lux qui rebondissait d'abord sur parce qu'on avait posé sa question sur Nico Harrison lors du dernier CQFR du samedi. Je voulais préciser un point sur ma dernière question à propos d'Harrison et de son ego. Théo avait froncé les sourcils quand j'ai mentionné Jerry Krause. Je ne remettais pas en cause tout ce qu'il a construit, même si à mes yeux ce n'est pas parce qu'on a bâti quelque chose qu'on a le droit de tout détruire. Je faisais simplement référence au storytelling qui le désigne comme responsable de la fin de l'ère Jordan aux Bulls. Je trouve que Jokic est vraiment sous-coté. Pour moi, il est le meilleur des dernières années. C'est aussi celui qui a eu l'équipe championne la moins talentueuse à ses côtés. Ma question, du coup, sur les derniers champions NBA, quelle équipe n'aurait pas été meilleure en ayant Nikola Jokic à la place de son franchise player? Ou même quel finaliste perdant aurait pu, selon vous, remporter le titre avec Jokic à la place du franchise player en place? Après, il y a des questions de fit, parce que forcément, l'équipe, elle est construite autour d'un franchise player. Donc, si le franchise player en question avait un style complètement différent, je prends l'exemple de Stephen Curry. Tu vois, est-ce que les Warriors avec Stephen Curry sont meilleurs? Avec Jokic, pardon, ils sont meilleurs que les Warriors de Curry, je sais pas. Mais bon, si tu me dis qu'il y avait Jokic, Durant, Klay Thompson, par exemple, je pense que celle-là serait gagnée. Mais il y a cette question, et pareil sur le LeBron, quand même, les grandes années LeBron. Alors, les grandes années LeBron, voilà, LeBron Curry, c'est peut-être les deux joueurs où je vais dire ouais, sur ceux-là, je garde quand même LeBron Curry. Sur tout le reste là récemment, je pense que Jokic il gagne sur quasiment n'importe quelle année en fait. Tu remplaces Giannis par Jokic, je pense que les Bucks gagnent aussi. C'est super intéressant parce que je me posais la même question parce qu'on est en pleine hype autour de la question du MVP là. Je me disais aujourd'hui si tu gardes les mêmes effectifs, tu remplaces Jokic par Shai Gilgeous-Alexander et vice-versa. Quelle équipe est encore plus forte? Franchement, je pense. Voilà. Je sais que c'est pas tout à fait la même question que de savoir qui est MVP, mais moi je pense que dans l'état, c'est OKC qui est largement gagnant. Mais c'est normal parce que Jokic est le meilleur joueur des deux. En fait, personne conteste le fait que Jokic est le meilleur joueur du monde. Donc, quelque part, tu vois, c'est logique que si tu changes Jokic avec Shai Gilgeous-Alexander, l'équipe du Thunder est plus forte. Par contre, elle serait construite différemment. Ils n'auraient pas signé Hartenstein. Tu pourrais la garder telle quelle. Oui, mais tu pourrais même la garder telle quelle. Tu pourrais la garder telle quelle, c'est vrai. Jalen, ça serait... Alors, par contre, il y a une autre question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que si tu échanges, et c'est marrant parce que ça rentre aussi dans cette question du MVP, si tu échanges Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, est-ce que tu préfères vraiment complètement l'équipe du Thunder avec Jokic de celle des Nuggets avec Jokic? Je pense qu'elle est un peu meilleure. Hein. Je pense que l'équipe du Thunder est un peu meilleure. Elle est un peu meilleure. Mais par contre, ça veut dire que, pareil, il va y avoir des prises à deux sur Jokic. Il n'y a pas de shooter autour. Enfin, il n'y a pas. Si, il y a des shooters, mais tu vois ce que je veux dire. Il faut que tu aies l'adresse de. Bah, tu vois, Chet, c'est pas non plus un gros shooter à 3 points. Tu vois, aujourd'hui, ça a été une limite en playoff. Tu vois, Lugensdort, il met pas un. Il peut avoir un bon pourcentage en saison régulière, mais pareil, tu sais que tu vas le laisser shooter en playoff. Tu vois, il y a un peu la même question que pour. Après, ça défend mieux que les Nuggets, quoi. Et pareil, la balle va être vachement dans les mains de Jalen Williams. Pour le coup, c'est un All-Star, mais est-ce que Jalen Williams aujourd'hui, il est plus fort que ce que l'a été Jamal Murray en playoff en 2023? Tu vois, je dirais que non. Après, c'est peut-être un meilleur joueur aujourd'hui, peut-être que ça deviendra un meilleur joueur. Mais tu vois, dans l'état, peut-être le Thunder aurait une meilleure équipe, défendrait mieux, mais il y aurait aussi des interrogations sur cette équipe du Thunder avec Jokic. Et on dirait peut-être
Ça se dit, on dirait, ouais. Oui, Peut-être exactement la même chose, en mode Jokic, il est pas assez entouré, il lui manque. L'équipe du Thunder, elle est tellement profonde, franchement. Oui, mais qui est ta deuxième? Tu vois, il faut que c'est pas qu'une question de profondeur, c'est une question de, tu vois, de aussi qui prend le relais. Il y aurait Jalen Williams, ça serait sur Jalen Williams de la même manière que ça repose sur. Mais il y aurait même pas Michael Porter Jr. pour le coup, tu vois, en troisième option offensive. Ouais, mais Chet, tu joues pas dans le même rôle. Chet, offensivement, j'adore Chet, mais c'est pas Michael Porter Jr. aujourd'hui quand même. Mais il joue pas dans le même rôle parce qu'il joue avec. À cause de la construction de l'équipe. Je suis pas sûr que sur le potentiel, Chet soit forcément moins fort que Michael Porter Jr. en fait. Mais je suis pas sur le potentiel. Là, je suis que sur aujourd'hui. Sur aujourd'hui, est-ce que cette équipe, on dirait pas au final la même chose en mode parce que Chet, il va pas créer des décalages balle en main. Chet, il va prendre des tirs en spot-up. Mais MPJ, il crée pas de décalage balle en main. Hein. Non, mais je sais bien. C'est bien ce que je dis. Mais par contre, MPJ, il va mettre plus de shoot que Chet. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis, l'équipe du Thunder serait meilleure, mais je pense qu'on lui reprocherait plus ou moins les mêmes lacunes en mode. Il n'y a pas assez de monde autour de Jokic parce qu'il n'y a que Jalen Williams qui va créer, qui va percuter balle en main. Et je partage pas ton avis par contre. Mais qui va percuter au Thunder? En fait, t'as pas besoin. Mais qui percute de plus En fait, c'est pas. Il n'y a pas moins de monde en fait. Il y a plus de monde. Et je trouve que sur les remplaçants, c'est plus fort que les Nuggets en fait. Mais oui, je sais, je t'ai dit le Thunder serait plus fort. J'ai dit on pointerait du doigt les mêmes lacunes. C'est-à-dire que j'ai dit à Denver aujourd'hui, qu'est-ce qui est reproché? Il n'y a pas assez de monde pour percuter derrière Jokic. Il n'y a pas assez de monde pour créer une différence et du coup, les minutes sans Jokic ne fonctionnent pas. Et mon pari, c'est de te dire, ça serait la même chose dans cette équipe du Thunder. Par contre, ça défendrait mieux et je pense que oui, il y a un peu plus de profondeur, c'est un peu plus fort. Même ne serait-ce qu'un Aaron Wiggins, il est méga important, tu vois. Il serait au Nuggets, ça serait du pain béni. Mais par contre, une fois que Jokic est pris, il y aurait énormément de pression sur Jalen Williams, de la même façon qu'il y en a sur Jamal Murray. Et il n'y a personne d'autre que Jalen Williams qui serait capable de créer du décalage. Et Chet se retrouverait dans la peau de Michael Porter Jr. pour mettre des shoots. Et Michael Porter Jr. est plus adroit que lui quand même à 3 points. C'est juste ça que je veux mettre en avant. Après, oui, je suis d'accord, le Thunder aurait une meilleure équipe. Mais je pense qu'on peut-être, alors peut-être que je me trompe, hein, vous avez le droit évidemment de ne pas être d'accord avec moi, mais que quelque part on se dira tiens, il y a les mêmes lacunes qu'à Denver. Je suis pas convaincu, mais voilà, c'est question de effectivement de point de vue. Agree to disagree, comme ils disent. Oui, pas de souci, bien sûr. Par contre, sur Jokic, pour rester sur Jokic, que je partage le fait que même, alors, tu peux pas dire sous-côté parce que le mec a déjà été 3 fois MVP, mais j'ai une autre question qui est un peu provocatrice. Et là, je mets de côté le palmarès. Faut vraiment mettre de côté le palmarès. Mais si tu prends dans leur prime, au meilleur niveau qu'ont été le leur, est-ce qu'il y a une grosse différence, je vous laisse y répondre, hein, entre le prime de LeBron et le prime de Jokic? Si tu prends le joueur dans son prime, est-ce qu'il peut t'apporter sur un match? Ouais, quand même. Non, pardon. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Non, mais je mets quand même LeBron devant. Ouais, le prime de LeBron quand même. Non, c'est trop. C'est trop. Je pense aussi. Moi, je suis pas loin de me... Pour moi, honnêtement, donc voilà, je suis né en 76, je suis le basket depuis à peu près 91. Jokic, je le mets avec Jordan, Magic, Bird, LeBron et potentiellement Curry parmi les joueurs les plus forts que j'ai vus de ma vie avec mes yeux. Pour le reste, je suis obligé de croire ce qu'on m'a dit et je le crois, hein, les Wilt, les Bill Russell, je remets rien en question. Et même sur Bird et Magic, j'ai vu que la fin. J'ai vu que la fin, mais j'ai vu suffisamment pour savoir que voilà, que c'était pas du fantasme. Je pense quand même que le grand public, pas le public spécialisé, donc probablement pas les gens qui nous écoutent aujourd'hui, mais que le grand public qui s'intéresse au basket comprend pas ce que c'est Jokic. En ça, il est quand même sous-coté en ça, alors ça veut dire pour aller dans le sens de notre auditeur. Il est quand même peut-être encore sous-coté. Ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'il y a des gens actuellement qui considèrent que il a autant de titres de MVP, je sais pas, parce que la concurrence était moins forte qu'à une certaine époque sur le plan individuel, qu'à une autre époque, il n'aurait jamais gagné 3 MVP, comme ce qu'on a pu reprocher à Nash, est-ce qu'il a bénéficié de certains trucs. Moi, c'est un peu ça qui me ferait dire qu'il est sous-coté ou pas. C'est ça. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le niveau du gars, et le niveau du gars est assez dingue, et il y a peut-être le truc qui fait qu'on
on a peut-être du mal parfois à le mettre sur le même plan que tous les joueurs que tu as cités. C'est le fameux star power, c'est qu'ils recherchent tellement pas cette lumière-là et cette étiquette-là. Parce que les mecs, ils se battent un peu pour ça aussi. Ils se battent par le prisme de l'individualité pour être considérés comme des individualités après dans l'histoire. Jokic, je dis pas qu'il s'en fout, vraiment pas du tout. Mais il est moins dans cette quête un peu individuelle, j'ai l'impression, et ça donne une impression un peu différente des autres, je pense. Ouais, puis Vas-y. vas-y Théo. Non, Ouais. vas-y. J'allais dire, il y a aussi l'injustice de vachement juger sur des bagues, sur un palmarès collectif, alors que les époques sont très différentes. Et moi, je pense, comme Théo l'avait dit une fois, c'est plus dur aujourd'hui de gagner plusieurs titres. Et ça, Jokic, il y a moyen qu'à un moment, ça joue en sa défaveur, alors que ça ne devrait pas. Après, je trouve que le LeBron de 2013 est quand même très, très, très haut. Mais Jokic, effectivement, est-ce qu'il y a une grosse différence? Je mettrais quand même LeBron devant. Mais il y a. Je comprends pourquoi Théo dit que c'est un. Moi aussi, ce que Jokic fait, j'ai jamais vu en fait. Et il est certainement sous-coté. Hein. Il y a un truc qui est un peu bâtard, c'est l'impression visuelle, parce que quand on voit Shea, quand on voit même Anthony Edwards, il y a une facilité qui saute à l'œil. Mais vous voyez les flotteurs là, de Jokic, là, ces espèces de flotteurs dans la raquette. Comme il est grand, qu'il arrive un peu au ralenti, on ne se rend pas compte la difficulté de ce tir. Qui met avec un rendement qui est dingue en fait. Et pour lui, c'est facile. Tu vois que c'est facile quoi. Il y a un côté, je pense, qui est pas spectaculaire peut-être pour une certaine frange du public qui s'intéresse au basket et qui suit le basket, mais que moi je suis ébahi à chaque match quoi. Moi, c'est les passes. Hein. Je te jure, c'est vraiment la qualité de passe. À chaque fois, les angles qu'il trouve, toujours mettre les autres dans des situations parfaites. Enfin, moi, c'est vraiment la vision de jeu que j'ai jamais vue, surtout chez un joueur de cette taille-là. Il y a eu des bribes de ces trucs-là chez des joueurs un peu grands, mais je suis fasciné même encore là, le match de dimanche contre OKC, le match contre Phoenix avant. Alors oui, parfois, peut-être parfois la passe accordée, elle a un peu, ok. Je trouve, moi, c'est ça qui me bluffe et que j'ai jamais vu avant, je pense. Mais bon. Et il y a une question connexe quand même, qui pour se mettre dans la sauce, hein, évidemment. Question de Vlad, qui nous dit si vous aviez un vote pour le MVP et que la course s'arrêtait aujourd'hui, voteriez-vous pour Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander ou une autre personne? Donc là, ça s'arrête aujourd'hui, il n'y a plus rien après. Moi, je voterais pour Jokic. Parce qu'en fait, sa saison, statistiquement, elle est folle. Aujourd'hui, là, il est en triple-double de moyenne. Il n'y a quand même que 2 mecs qui l'ont fait avant lui. Et en fait, et encore une fois, j'adore Shai, en fait. J'adore Shai. C'est un super joueur. Il fait une saison incroyable. Et en fait, leurs 2 saisons, elles sont incroyables tous les deux. Et en même temps, je sais quand même, au fond de moi, que Jokic est le meilleur des deux. Donc moi, je voterais pour Jokic. Je sais pas comment. Je sais pas. Vraiment, en vrai de vrai, je sais pas. Pas le droit de voter blanc. Ouais, je sais. En fait, je sais pas parce que je sais pourquoi je sais pas. Parce qu'en vrai, je m'en fiche. Si je suis très honnête, en vrai de vrai, je m'en fous un peu, voire même complètement de savoir qui est le MVP. Moi, je crois que j'aurais opté pour la narration et j'aurais. Est-ce que je suis un peu comme ça? Mais il y a de la narration des deux côtés, mais voilà, j'aime. Tu vois, moi, je sais que c'est choquant que Derrick Rose il ait eu le MVP en 2011. Le MVP, c'est LeBron, tu vois. Le MVP, c'est LeBron en 2011. Je pense qu'on sait tous que c'est LeBron. Mais je suis content que ce soit Derrick Rose qui l'ait eu, tu vois. Et de ce même principe-là, je pourrais le donner à Shai, mais dans le fond, je suis désolé, je vais revenir à ça. En vrai, je m'en fous. Très sincère, je m'en fous complètement. Et tu sais, je m'en fous depuis des années. Plus on en débat, plus je m'en fous. Tu vois, par exemple, je crois que le point de rupture, il a été atteint sur l'année où c'est Jokic Embiid. J'ai dit, vas-y, c'est bon. J'arrête. Je suis plus fait pour ce genre de discussion. Tu sais à qui tu me fais penser, Antoine? T'as déjà vu ce petit vidéo? C'était un truc genre un journal de France 3 où il y a un mec qui est en train de faire du jardinage un peu. Ou dans un jardin. Et vos plans, ça vous intéresse? M'en fous. Ça, m'en fous. La politique. Je suis un peu comme ça, je sais. Antoine s'en fout. Ma femme me le reproche. Moi, je vais tenter de me mouiller, même si je pense que je suis capable de changer d'avis toutes les 3 secondes sur le sujet. Si je me place sur à chaque fois la position que je choisis au moment de donner mon vote hypothétique, je pense que je voterai pour Shai Gilgeous-Alexander parce que je me dirais, tiens,
2024-2025, c'est la saison où Shai a emmené le Thunder soit à la première place générale, soit première place à l'Ouest, avec un bilan exceptionnel, avec des statistiques individuelles exceptionnelles, avec une narration qui va dans son sens, parce qu'il y a la fatigue des gens de voir toujours la même personne gagner ou être toujours dans les deux premiers. C'est totalement injuste, mais là, c'est là où l'abstrait, le subjectif rentre en ligne de compte. Et vu que j'ai envie que Shai gagne un titre de MVP et soit récompensé pour sa constance, peut-être que je voterai Shai Gilgeous-Alexander, mais je suis conscient que voilà, le meilleur joueur du monde, je le répète, c'est Nikola Jokic et c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps tout court. Donc peut-être que dans 15 ans, 20 ans, on se dira mais pourquoi on n'a pas voté pour pourquoi les gens n'ont pas voté pour Jokic et lui ont enlevé un titre de MVP. À cause de ça, on dit il est moins fort que machin parce qu'il a 2 titres de MVP de moins. Donc voilà. Donc je vais m'auto-blâmer dans 15 ans si c'est moi qui ai le vote. Je pense que je voterai Shai à l'heure actuelle. Voilà. Mais tu sais quoi? Dans 20 ans, si le Thunder n'est pas champion, tu te rappelleras même pas que l'OKC a fini premier de la conférence Ouest. Et vu que c'est un trophée de saison régulière, c'est toujours compliqué. Mais après, là, ce que je me demande surtout, c'est est-ce que ça peut changer d'ici la fin de la saison? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire encore bouger les positions? Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les gens étaient plutôt d'accord pour dire que c'était Shai. Jokic fait un match, il fait le match à 30-20-20 qui a absolument aucun sens. Bon, écoutez, on verra. En tout cas, on a tenté de se mouiller, sauf l'infâme Antoine qui a choisi de botter en touche. Non, j'ai dit que j'irais avec la narration. J'ai dit que sans doute un peu comme toi, de la même manière que toi, en fait. De la même manière que toi. Je sais, je te charrie. Et vous remarquez que je n'ai pas cité comme argument le fait que j'avais le même prénom que l'un des deux candidats. Mais bon. Je vais rajouter un truc pour le débat, et comme ça, Théo, tu pourras rebondir dessus. J'ai peur que si on le donne à Jokic, ça, c'est un truc qui me fait un peu peur. Qu'on bascule dans un monde où chaque année, on le donne au meilleur joueur du monde. Et je comprends qu'on puisse valider ça. Mais moi, ça m'aurait gêné, et peut-être que j'ai tort, c'est purement personnel, que LeBron l'ait eu chaque année. Il aurait dû l'avoir à un moment chaque année, alors dans ce cas-là, tu as LeBron. De la même manière que ça m'aurait gêné, je pense que si je regarde l'histoire et que je vois que Jordan l'a eu 10 fois, en fait, si je prends sur le foot, moi, ça m'a gonflé où le Ballon d'Or, c'était toujours entre Cristiano et Messi. À un moment, ça me saoulait, ça m'intéressait plus. Mais voilà, c'est purement personnel. Et si on le donne au meilleur joueur du monde, en fait, on va le donner chaque année au mec. En fait, le meilleur joueur, c'est Jokic. Il n'y a pas de dieu. Et donc, chaque année, en fait, sera le meilleur joueur, tu vois. D'une manière ou d'une autre, on pourra chaque année dire, c'est lui le plus valuable, c'est le meilleur. Et là, ça me gêne, moi. Parce qu'en fait, là, le truc, c'est que ça se cumule, en fait. Il fait une saison exceptionnelle. Et en plus, c'est le meilleur joueur du monde. Parce qu'en fait, pour LeBron, finalement, ils font finale NBA cette saison-là. L'année dont tu parlais, où c'est Derrick Rose qui est MVP. Ils vont en finale NBA. C'est vraiment parce que la narration, quand même, pour le coup, et ça vient... Alors, je replace le contexte, mais c'est juste après The Decision. Donc, en gros, il y passe de c'est le Chosen One, tout le monde l'adore. Ah, mais regardez, c'est un traître. Regardez, les joueurs, ils n'ont pas de face. Ils sont prêts à partir dans n'importe quelle équipe. Donc, il y a eu un énorme bad buzz qui fait que ça peut pas être lui le MVP. Mais encore une fois, en fait, ce qui me gêne dans ces histoires de narration, c'est qu'au bout d'un moment, c'est les observateurs et leur avis qui prend le pas sur la performance des joueurs sur le terrain. Et ça me gêne énormément, en fait. C'est-à-dire que si la narration, elle est faite par des journalistes, c'est pas... Nous, on est là... Enfin, ça me gêne que la narration prenne le pas sur ce qui se passe vraiment d'un point de vue performance sur le terrain, parce qu'au bout du compte, les joueurs, ils sont pas responsables Enfin... Dans le cas de LeBron, il était responsable de la narration, mais ça enlevait rien à ses performances sur le terrain, quoi. Ouais, mais est-ce qu'en termes de performance, aujourd'hui, chez Gilgeous-Alexander, il est pas méritant? Parce que, en fait, pour moi, là, c'est même pas méritant. Mais voilà, il est méritant. Parce qu'en fait, moi, je suis presque dans le stade où le plus méritant, c'est très dur à départager. On sait qui est le meilleur joueur, mais le plus méritant, ça devient compliqué. Et moi, je suis plus dans la catégorie où, à un moment, qui est dans cette catégorie méritant? Et par exemple, si je prends l'année 2017, il y en avait 3. Il y avait Westbrook, Harden et Kawhi. Moi, je l'aurais donné à Kawhi perso. Mais tu vois, il y avait 3 méritants. Tu vois. Et là, pareil, j'ai l'impression qu'en fait, tu aurais pu choisir n'importe lequel de ces 3-là en 2017. C'était forcément une bonne réponse d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que tu le donnes à Shai ou que tu le donnes à Jokic, il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu vois. Et si tu es méritant, donc la narration, je suis d'accord avec toi, ça devient gênant si ça prend le pas sur les performances. Mais si la narration, elle aide à départager 2 mecs qui sont vraiment tous les 2 très méritants, là, ça me gêne moins, tu vois, de vraiment ça réfléchir à qui est le plus valuable, comment on quantifie, etc. Tu vois, Shai, il fait une saison exceptionnelle, en fait. Tu vois, mais je suis tout à fait d'accord, en fait, et c'était le problème, en fait, l'année où ça a été entre Jokic et Embiid, c'est pareil, en fait. Parce que le truc, c'est que c'était tellement les gens, ça les divisait,
qui cherchait à enlever du crédit à l'autre candidat. Mais en fait, non. Moi, je le redis, c'est pas du tout un scandale que Joel Embiid ait été élu MVP la saison où il a été MVP. Il était totalement méritant. Et là, comme cette année, que ce soit Shai, je vais pas être dégoûté que ce soit Shai en fait. Shai, il est méritant en fait. Ce qui me gêne avec cette histoire de narration, c'est qu'elle vient dans un deuxième temps en fait. La narration suit forcément ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et donc en fait, ça me gêne de me dire parce qu'on a envie de changer ou parce qu'on a envie de trouver un angle un peu plus fort, et même si c'est comme ça sur tout un tas de pans de la société, hein, on va créer ou donner un atout en plus à quelqu'un, alors que c'est pas comme ça que ça devrait se passer quelque part. Mais encore une fois, cette année, si c'est chez Gilgeous-Alexander, jamais de la vie, ça sera un scandale en fait. C'est pas qu'il est pas méritant. Et c'est ça la difficulté en fait de cette question de MVP, puisqu'il y a un trophée, c'est justement de voir qui est le plus méritant et pas de chercher si l'autre est moins méritant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là, quoi. Mais le problème, c'est que maintenant, de toute façon, avec plus encore qu'à n'importe quelle époque, je pense, tu peux pas avancer un argument sans qu'on vite on essaie de te mettre dans une case ou un truc et en fait, tu peux pas être pro quelque chose sans qu'on t'accuse d'être anti autre chose. Alors que c'est pas forcément. Tu peux être pro plusieurs choses en même temps, en fait. C'est pas antinomique. Ouais. Écoutez, on verra. C'est toujours une question qui. Enfin là, cette année, depuis quelques jours, c'est assez véhément sur le sujet autour de la question du MVP. Mais il devrait pouvoir y avoir, plusieurs MVP en fait. Ouais, partager. Il y en a qui militent pour ça aujourd'hui. Il y en a qui militent pour un co-MVP pour les deux. Alors le problème, c'est que derrière, ça sera si on passe à ça, il y aura toujours 2 MVP. Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, moi, ça me choque pas en fait. Ça me choquerait pas comme l'année où Jason Kidd et Grant Hill ont été co-rookie de l'année. Bah, c'était mérité. Ça pose aucun problème. Aujourd'hui, on se dit pas mais Grant Hill a été rookie. Enfin, ça pose aucun problème à personne. Bah, ça n'arrivera que si les votes sont partagés, si le nombre de votes est partagé. Ça risque d'être compliqué quand même. Mais bon. Allez, on verra, on en reparlera à mon avis. On aura forcément l'occasion de reparler de cette course pour le MVP. Je vous propose de finir avec une petite salve de Start Bench Cut pour le plaisir proposé par Samy. Alors, ça commence basket, ça finit pas basket du tout. Vous verrez. Ça commence par donc Start Bench Cut sur des performances lors desquelles vous auriez aimé être dans la salle. Alors, est-ce que vous auriez aimé être dans la salle pour les 100 points de Wilt Chamberlain, pour les 55 points de Jordan sur le retour au Madison Square Garden, ou les 81 points de Kobe Bryant contre Toronto? Moi, je vais starter les 55 points de Jordan au Madison. Je vais mettre sur le banc, je vais mettre les 100 points de Wilt Chamberlain pour les compter moi-même. Pour vérifier si on a bien 100. Voilà. Et je m'abstiendrai pour les 80 de Kobe. C'est vrai que moi, les 55 de Jordan, ça me parle pas du tout parce que j'ai pas connu le double nickel, ça me parle pas en match historique, donc je vais honteusement le cut, même si je pense qu'au Madison Square Garden, pour le retour de Jordan, il va quand même avoir une ambiance phénoménale. C'était sans doute un plus beau match à regarder que les 80 points de Kobe, qui je pense sont pas un match fantastique à regarder dans le fond, et je l'ai déjà revu en vidéo, il est pas ouf le match. Mais c'est vrai que si je suis honnête, moi, ça m'a marqué moi individuellement. Donc ça dépend. Si je suis malin et avec le recul, je sais déjà ce qui s'est passé et tout, peut-être quand même je choisis les 55 points de Jordan. Et effectivement, comme Théo, dans tous les cas, quel que soit celui que je choisisse, je bench les 100 points de Wilt Chamberlain pour vérifier que ça a bel et bien existé. Parce que j'adore les théories du complot. À chaque fois qu'il y a des nouvelles images qui ressortent, tu sais, en noir et blanc ou mises en couleur des années 60 ou de quoi que ce soit, on dit on a ces images-là, mais on n'a toujours pas vu une image du match à 100 points de Chamberlain. Il n'y a pas une image du match, ce qui est quand même assez dingue. Donc pour me dire, ok, non, c'était vrai. Il y a une retransmission radio, attention quand même, qui existe des 100 points de Chamberlain, mais moi je prendrais le retour de Jordan au Garden, puis pareil, je bench Wilt et je cut les 80 points de Kobe, mais bon, parce que ça y est, c'est le plus proche au niveau chronologique et je l'ai vu, j'ai déjà vu le match aussi, donc voilà. Idem, même thématique, vous auriez à mettre dans la salle pour les 8 points en 9 secondes de Reggie Miller, les 13 points en 34 secondes de Tracy McGrady ou les 37 points en un quart temps de Klay Thompson? Quelle ambiance bonne question, être la plus folle? Allez, moi je vais commencer. Je vais dire Reggie Miller
pour l'ambiance du Garden. Ouais. Klay Thompson. Et je vais cut ceux de McGrady, même si je les trouve ouf. Ah ouais, quand même. J'ai revu plusieurs fois les images avec des paniers dingues. Mais je vais être plus sur l'ambiance du Garden, l'ambiance du match de Klay que l'ambiance à Houston. Je crois que c'est à Houston ou à San Antonio, je ne me souviens plus. Ou au final, dans le fond, Dans le Texas, quoi. ouais, quelque part dans le Texas. Théo? Moi, je vais commencer par les 37 points de Klay en Ouais. premier. Parce que déjà, c'est quand même c'est sur une durée un peu plus longue, là. Donc, tu as le temps de te dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. Et puis, j'adore Klay Thompson. Donc, je vais prendre celui-là en premier. Derrière, c'est dur. Hein. Parce qu'effectivement, le truc, c'est que j'ai jamais été fan des Pacers, tu vois. Donc, je pense que j'aurais été pour les Knicks. Donc, j'aurais été dégoûté. J'aurais été parmi les mecs silencieux qui sont dégoûtés de voir les Knicks se faire prendre. Donc, je vais couper ce match-là, mais c'est dur. Et je vais prendre T-Mac parce que c'est un joueur qui m'a le plus fait kiffer quand même. Donc, je vais prendre. Donc, je vais mettre T-Mac sur le banc et je vais couper Reggie. Mais c'est dur. Je pense que je fais la même chose que toi, Théo. Et le match de T-Mac, c'était à Houston, hein, avec les fans qui commencent à se barrer avant qu'ils prennent totalement feu contre les Spurs. C'était assez fou. Et enfin, pour ce côté, vous auriez à mettre dans la salle un petit dernier, mais spécial playoff. Le shoot de Kawhi contre les Sixers, le shoot de Jordan contre le Jazz en 98, le shoot de Jordan contre les Cavs en 1989. Shoot de Kawhi pour moi. Oh, pardon, allez, vas-y, je te le fais. Non, Shoot, vas-y. shoot de Kawhi, shoot de Jordan contre les Cavs. Et Craig Hello. Et qui je trouve complètement fou dans son exécution, il est absolument incroyable. Et je cut, je sais que malgré tout le climax autour du tir de Jordan en 98, je pense que c'est quand même celui que je cut. Moi, je vais commencer par The Shot, donc l'original, là, celui contre les Cavs, parce que c'est celui qui est décisif pour la série, quoi. S'il le rate, les boules sortent. Donc, je vais prendre celui-là en premier. Je vais prendre celui de 98 en deuxième, voilà, face au Jazz, et je vais couper celui de Kawhi. Moi, je mets Jordan versus Jazz 98. J'aurais aimé voir ça en live. Et derrière, ouais, le tir de Kawhi quand même, peut-être le tir de Kawhi. Et par contre, je cut celui contre les Cavs, qui est iconique, hein, mais je sais pas, j'essaie de me projeter sur l'ambiance dans la salle et tout. Ça devait être fort, mais je me vois moins dans ce cadre-là. Start bench cut. Superbe équipe, cette équipe des Cavs au passage. Avec Ron parmi Harper. les très bonnes équipes qui n'ont jamais gagné quoi que ce soit. C'était vraiment une très belle équipe. Ils se sont rejetés la faute sur le shoot d'ailleurs après pendant des années avec Ron Harper et tout, c'était assez marrant. Start bench cut des fun teams. Les Kings de Rick Adelman, les Suns de Mike D'Antoni, Clippers de Doc Rivers. Qui a mis les Clippers de Doc Rivers? J'ai pas tilté, mais Samy, mon sang, j'espère que c'est du troll. Hein. C'est clair. Ah oui, c'était Lob City. Ah oui, c'était sur l'aspect Lob City. Il fallait pas mettre Doc Rivers dans l'explication des Clippers, je pense. Ça a pas c'était Doc direct, Lob City? Non, c'était Vinny Del Negro d'abord. Ils sont allés au même stade de la compétition. Ah oui, absolument. Mais ouais. Moi, je vais mettre les Suns d'Anthony, les Kings, et puis je vais couper les Clippers sans vergogne. Je vais dire pareil. Moi, je mets les Kings d'Adelman Je starte les Kings d'Adelman. Ouais. Non, mais j'allais dire, je veux bien mettre les Kings en 1 si c'est ceux de Jason Williams, c'est pas ceux de Mike Bibby, qui sont moins forts et que je trouve plus imprévisibles. Ouais. Non, moi, j'aimais les deux versions. Je mets les Kings. Je starte les Kings, je bench les Suns de Mike Dean et je cut les Clippers de Doc Rivers. Pareil, sans aucune vergogne, mais c'était une bonne équipe, mais pas une équipe fun à proprement parler. Attends, tout à l'heure, on parlait d'équipes méritantes. Là, pour le coup, les Suns qui se font taper par les Spurs, là, oui, c'est une série où c'est pas l'équipe la plus méritante qui passe. Je suis désolé. Parce que la suspension d'Amare Stoudemire et de Boris Diaw, elle reste injustifiable. Ouais, totalement. Non, mais ça a été un tournant. Et ça fait partie, clairement, on n'y a pas pensé, mais des équipes qui étaient méritantes, qui auraient dû passer peut-être. Voilà. Le suivant, parmi les 3 joueurs préférés de Samy, qui nous demande un start bench cut parmi ses 3 joueurs préférés en NBA, Chris Webber, Reggie Miller, Jason Williams. Il nous précise White Chocolate, hein, évidemment, pas Jason Williams avec Y qui est en prison, voilà. Moi, Williams, Weber et je cut Reggie Miller. Moi, je vais mettre Weber, Williams et je cut Reggie Miller. La hate pour Reggie, non, moi j'aimais bien Reggie quand même.
bizarrement, j'ai jamais été pourtant, j'ai bien aimé les Kings, toute la légende autour du Fab Five de Michigan et tout. Je devrais beaucoup aimer Chris Webber. Je le trouvais extrêmement fort, mais c'est pas un joueur que je dirais que j'aimais beaucoup. Donc, moi, je vais donner de l'amour à Reggie Miller. Je start Reggie. Je bench Jason Williams, que j'ai adoré aussi, et je cut Chris Webber. Voilà, je fais le marginal un peu. Chris Webber, qui est un des joueurs que j'ai adoré et qui m'a aussi également énormément déçu par sa capacité à disparaître systématiquement dans les fins de match serrés, mais bref. Ouais. Ensuite, alors il nous dit pour Théo, mais aussi les autres, un start bench cut, Public Enemies, Wu-Tang ou Beastie Boys. Tu peux répondre en premier, Théo. Toi. Alors, c'est très dur pour les deux premiers. Public Enemy. Ouais, allez. Public Enemy. Parce que ce que les Américains ne se rendent pas compte que si le rap est à ce point une culture mondiale maintenant, c'est en grande partie grâce à Public Enemy, qui a été conquérir la planète de la France au Brésil en passant par la Russie. Ça a été ça a été les Jordan et Magic du rap et du hip-hop à travers le monde. C'est vraiment, ils ont eu un rôle essentiel. Donc Public Enemy. En deuxième, je vais mettre Wu-Tang et je vais couper les Beastie Boys dont j'ai jamais été vraiment vraiment fan. Moi, je vais mettre Wu-Tang parce que ça m'a beaucoup plus marqué. Public Enemy, je suis un poil trop vieux, trop jeune, pardon, pour avoir vraiment connu. Même si j'aimais beaucoup le son I Got Game qui est dans le film. Mais Wu-Tang, Wu-Tang pour le coup, j'ai quand même vraiment pu écouter. Wu-Tang, Public Enemy et je cut Beastie Boys. Moi j'aime bien les Beastie Boys quand même. Si je cut Public Enemy, Théo il va plus vouloir me parler et puis il va songer à une reconversion professionnelle comme Antoine samedi dernier. Pas du tout. Mais si, allez, je suis pas aussi sectaire que dans ma jeunesse. Hein. Je suis beaucoup plus tolérant maintenant sur les goûts musicaux. J'ai mieux connu. Je vais start les Beastie Boys. Je vais bench le Wu-Tang et cut Public Enemy. Mais je me prétends pas du tout, mais le spécialiste de hip-hop, donc c'est juste des goûts personnels, voilà. Je donne une petite anecdote juste pour la deuxième venue de Public Enemy en France, leur premier concert au Zénith. Les médias avaient il y avait une chaîne qui s'appelle La 5, hein, donc la plupart des gens s'en rappellent pas, mais qui avait commandité il y avait un envoyé spécial sur place qui faisait des rapports à peu près toutes les demi-heures ou toutes les heures en direct pour savoir s'il y allait avoir des émeutes, s'il y allait avoir une guerre raciale ou si la banlieue allait envahir Paris. Moi j'avais 13 ans, j'étais au concert avec ma mère qui m'a accompagné parce que aucun de mes potes n'avait eu. Il y avait tellement eu de hype autour que eux osaient pas y aller ou les parents n'étaient pas d'accord. Donc ça reste un de mes grands souvenirs. Ah ouais, donc t'as vu Public Enemy à 13 ans? Ouais. C'est fort. Et je tiens à préciser que ça, je suis prêt à faire des battles. Que ma mère a vu plus de concerts de rap et connaît mieux le rap que vos mères, à tous. Je parle à tous les auditeurs, je prends les paris. C'est magnifique. La pauvre. La pauvre, peut-être qu'elle aimait ça en fait. Elle disait non, mais c'est pour sa sécurité, je préfère. En fait, elle kiffait. Je crois pas que c'était vraiment été son kiff, mais. Respect, en tout cas. Le prochain est pour Antoine. La France, l'Allemagne ou le Canada? Comme pays, comme. C'est dur pour le start et bench, mais le cut c'est Canada en direct, aucun problème. Le Canada qui est un pays surcoté au passage, hein. Légèrement surcoté. Je reviens de vacances. Non mais légèrement surcoté, genre tu sais quand tout le monde persuadé que c'est l'Eldorado, l'Allemagne pays sous-coté à l'inverse. Mais je dirais quand même là, on parle de quoi, vraiment du cadre de vie. En fait, tu peux pas comparer. Ce que tu veux. Ouais, c'est ça, c'est sur qu'est-ce que tu prends. Je dirais quand même France, je vais quand même start la France, je vais bench l'Allemagne et je vais cut le Canada. Sur certains critères, je mettrai l'Allemagne devant la France, sur d'autres, je mettrai la France devant l'Allemagne. Et le Canada, non. Il en revient, hein. Il allait voir de la belle famille au Canada. Canada. On pourra en parler dans une late session si vous voulez. C'est bien, hein, c'est sympa, hein, s'il y a des trucs bien et tout, mais quand je vois certains dire non, mais le Canada, c'est trop là où je veux vivre, frère. C'est pas dans quoi tu t'embarques. Les Canadiens, ils veulent déjà devenir américains pour te dire à quel point ils sont désespérés. Alors, c'est pas vraiment la vibe du moment. Là. Non, oui, enfin, ils veulent devenir américains. Ouais. Pardon. Hop. Parce que là, Donald Trump, il va prendre cette phrase, il va la sortir de ce côté. Canadian people say they want to be. Hop. Je me calme.
Ils sont attirés par les États-Unis, mais ils ne veulent pas que le Canada devienne les États-Unis. Voilà. Voilà, faut le tourner comme ça. Théo, ton start bench cut pour France, Allemagne, Canada. Putain, trop dur. Bah, honnêtement, je suis allé en Allemagne une fois dans ma vie. C'était un échange scolaire quand j'étais en 4e. Je suis allé à Cologne, donc je me rappelle de rien du tout. Donc moi, je vais prendre France en premier. Je vais mettre Canada en deuxième parce que j'ai passé d'excellentes vacances à Montréal il y a quelques années en famille, mais ça repose sur rien. Puis j'ai coupé l'Allemagne, mais ça, encore une fois, ça ne repose sur rien. Donc je suis pas du tout bien placé pour donner un avis là-dessus. Je starte la France aussi. Je suis jamais allé au Canada. Et je suis jamais vraiment allé en Allemagne non plus. J'ai traversé l'Allemagne contraint et forcé, mais sans m'y arrêter. Je suis plus attiré par le Canada et la culture qui me semble proche de celle des États-Unis que de l'Allemagne, mais c'est sans doute un tort. Antoine va sans doute me tenter de m'en convaincre hors antenne. Mais je starte la France, je bench le Canada et je cut l'Allemagne. Mais c'était vraiment une question que pour Antoine, en fait. C'est que pour Antoine. La prochaine est peut-être que pour moi, d'ailleurs. Il y a marqué pour chat et surtout, et en livre, il précise. Le Silmarillion, le Hobbit ou Lord of the Rings. Donc voilà, les 3 bouquins. Je ne sais pas si même vous les avez lus, donc peut-être que la question ne sera pas pertinente. Il y en a un que j'ai pas lu, moi. J'ai pas lu le Silmarillion. D'accord. Et les autres, je les ai lus quand j'étais gamin. Donc, en fait, c'est chronologique. En fait. Et lequel? Et Seigneur des Anneaux? Seigneur des Anneaux, le Hobbit. En fait, tu as les 2 qui ont été adaptés en film. Pour c'est les livres, ouais. Parce que le Silmarillion n'a jamais été adapté. Trop compliqué. Parce que moi aussi, j'en ai lu qu'un, du coup. J'en ai lu qu'un, c'est le Seigneur des Anneaux. Donc, ouais, bon. Donc à partir de là... Moi, je vais mettre le Seigneur des Anneaux en premier, le Hobbit en deuxième, et le Silmarillion que j'ai pas lu, je vais le couper, mais même si du coup, la logique voudrait que je le mette en premier pour pouvoir le lire, mais... Ouais. Eh bien moi... Vu que je le disais, il n'y a pas eu de série ou de film sur le Silmarillion, c'est un des grands rêves que j'ai avant de quitter ce monde, que quelqu'un l'adapte en série ou en film. C'est le livre que je préfère des 3. Donc le Silmarillion, je starte. Le Seigneur des Anneaux en solid bench. Et le Hobbit qui est peut-être un tout petit peu plus enfantin, quoique ça se discute, mais le Hobbit en 3 et donc cut. Et le Silmarillion, en fait, ça se passe, l'histoire se passe avant. C'est largement, c'est la création de l'univers en fait. Ok, d'accord. Bah, Sauron, c'est là que tu comprends en fait parce que j'avais commencé par le Seigneur des Anneaux après avoir vu le premier film, et c'est là que tu comprends que Sauron c'est un sous-fifre quoi. Dans l'univers de Tolkien, c'est un sous-fifre, c'est un adjudant et qu'il y a des mecs bien plus costauds et bien plus puissants au-dessus. Et voilà, c'est très 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 fort. Okay. Je le recommande évidemment. Et il reste 2 petites questions. Start bench cut en balade. La mer, la forêt / campagne ou la montagne? C'est dur ça. Vous êtes plutôt mer, forêt ou campagne? Enfin forêt / campagne ou montagne? C'est le forêt / campagne qui est très traître. Il faudrait des précisions. Il peut y avoir la campagne sans forêt et vice versa. Ouais. Moi, je vais mettre la montagne en premier. Pardon. Ouais, je mets la montagne en premier et sans même y réfléchir plus longtemps que ça. Derrière, ça dépend quel type de forêt. C'est pour ça qu'il aurait fallu me préciser, quoi. Mais je vais prendre la mer malgré tout et je vais couper la campagne. Moi, ça dépend quelle montagne, ça dépend quelle forêt, quoi. C'est vraiment... ça dépend où est-ce qu'on est. Je serais tenté de dire la montagne aussi, mais... Montagne 1, mer 2 et ouais, je vais c'est beau, comme ça aussi. Ouais. Vous êtes des mecs du ski ou non, j'ai jamais skié. Moi, l'été en plus. J'ai pensé que l'été. Moi aussi, moi aussi que l'été. J'ai même pas pensé à l'hiver. Exactement pareil, que l'été. Thématique, c'était balade, donc effectivement. Parce que moi, dans l'idée, j'adore la montagne, mais j'ai fait une fois du ski dans ma vie, c'était une catastrophe. Mais j'aime bien le décor, le froid me dérange pas particulièrement. Sinon quand même peut-être la mer quand même en 1. Alors la mer mais avec une location où tu as une piscine, tu vois, pour pas avoir à te baigner tout le temps. Alors le bord de mer avec tous les atouts, mais pas voilà. Donc je starte la mer, je bench la montagne et puis je cut la campagne. On va dire ça. Moi en vrai j'aurais pris 2 fois la montagne si j'avais pu, je crois. Ah ouais, t'es vraiment un mec de chier à la plage. Ouais, non mais voilà, c'est pour ça, c'est pour pas traîner 3 heures à la plage. Ouais. Et le dernier, c'est vraiment le dernier. Le matin, le soir, la nuit. Ah, pas mal ça. Ouais. Est-ce que vous startez, si vous startez le matin, startez le... Matin, soir, nuit, dans cet ordre-là. Je deviens vieux. c'est tout con, mais... Ça dépend pourquoi, en fait, c'est ça. Ça dépend qu'est-ce que
Est-ce que c'est les moments où tu te sens le mieux? Voilà. Ouais, le matin, je suis capable d'être bah, je suis devenu un mec du matin par obligation professionnelle. Moi, j'aurais peut-être dit matin, nuit, soir. Même si je me couche beaucoup plus tôt que... Pareil, prendre l'âge, mais j'aurais peut-être dit ça. Moi, je starte la nuit, mais pas parce que j'aime faire la teuf ou quoi, mais j'ai toujours été plutôt noctambule. C'est là où je suis le plus inspiré, où il y a une sorte de calme, même dehors quand il n'y a personne. Nuit ou petit matin, vous voyez, c'est pour ça que je mettrais le matin en bench et que je cutterais le soir. Voilà. Avec Shai, on a fait trop des réponses d'antisocial en fait. Exactement. Là où on voit le moins de monde possible. C'est le moment où possible. il y a le plus de calme. Ah, mais j'aime bien le calme aussi, mais moi, c'est pourquoi j'ai pas répondu la nuit. Je sais, j'imagine que ça vous le fait. En tout cas, peut-être toi, Théo, Shai, je sais pas, Shai, il est jamais fatigué, mais moi, tu sais qu'à 22h30, 23h, je sens mon corps qui est déjà en train de s'éteindre en fait. Ouais, bien ça sûr. le fait de plus en plus C'est clair. aussi, hein, C'est très bizarre. Hein. C'est... Non, mais ça le fait de plus en plus, je dis ça, mais c'est parce que si je prends globalement sur l'ensemble de ma vie, jusque-là, pendant 37 ans, j'étais plutôt nocturne que... Mais le matin, mais par contre, j'aime bien aussi le matin, en fait. J'ai pas de problème pour me lever le matin, ça y a pas de souci. Voilà, sur cette réflexion existentielle, on va s'arrêter là-dessus. Merci, Samy, pour les Start Bench Cut, et merci à tous pour vos questions. On pourrait faire 5, 6, 7 émissions à chaque fois. Là, on a choisi de faire un petit bonus quand même. Yes, ouais, merci à tous effectivement pour ce podcast qui n'en était pas un. On se retrouvera demain pour un CQFR classique et la semaine prochaine, il y aura un vrai podcast, peut-être une petite surprise d'ailleurs au passage pour la semaine prochaine sur le podcast de lundi prochain. Donc restez branchés. Et voilà, bah, écoutez, sur ce, bonne journée à tous, bonne soirée à ceux qui ont choisi le soir avant le matin ou la nuit, ou bonne nuit à venir à ceux qui sont des gens de la nuit comme Shai. Et voilà, ciao. Ciao. Salut. Game is out there, and it's either play or get played.